La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. À peine le temps de s'installer, Bonjour oui, Steve. tout va très vite, c'est du direct, vous êtes sur Radio Vous J. savez, le rythme de l'accélération du monde, c'était une vieille thèse d'il y a un siècle de Daniel Halévy qui prend une pertinence particulière ces jours-ci. Oui, même si elle est contestée, vous le savez aussi. Bien Je vous sûr. conseille le livre de Jean-Noël Jeannet sur le sujet. Cher Alexis, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actu-J. Et gros plan avec vous cet après-midi, une fois n'est pas coutume, sur la politique internationale, sur l'évolution très précisément de la relation israélo-américaine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche. Rappelons qu'un soldat israélien, on l'a dit il y a quelques instants, dans le journal d'origine américaine, Edan Alexander, sera libéré normalement aujourd'hui par le Hamas, à la suite d'une négociation menée par les Américains et par eux seuls, visiblement. C'est le reflet de la volonté, Alexis, de l'administration américaine d'avancer dans ce dossier par ses propres moyens. À l'évidence, oui. Et donc, nous avons, si vous voulez, des petits signes qui sont des signaux faibles, qui s'accumulent depuis quelques semaines et qui semblent témoigner du fait, on va le résumer très simplement, que l'Amérique, qui a eu jusqu'ici, dans sa longue histoire depuis 76 ans, avec l'État juif, une relation d'exclusivité amicale, peut-être aborde cette 78e année de l'existence de l'État juif dans un état d'esprit totalement différent. Qu'est-ce qui vous fait dire ça malgré les élans d'amitié proclamés des deux côtés ? Bien sûr, mais ça n'est pas toute l'Amérique, naturellement, mais c'est une partie de l'administration Trump qui considère, je crois de manière grandissante, que la relation privilégiée avec Israël ne doit pas être remise en cause, mais que dans le cadre de ce qu'on a appelé souvent avec vous, puisqu'il faut employer les termes qu'emploient les acteurs, la fameuse diplomatie transactionnelle, chère à Trump et à son entourage, aussi à des gens comme l'hyper-réactionnaire J.D. Vance, ils sont comme ça. Le vice-président. Bon, on a des amis, on a des alliés, très bien, mais aucune relation n'est gravée dans le marbre comme étant, en quelque sorte, indéfectible par essence. Vous voyez, ce sont des relations qui sont fluctuantes et qui sont soumises au flux et au reflux de la considération primordiale à leurs yeux des intérêts américains. Je vous rappelle d'ailleurs... remettre en cause, Alexis, même partiellement, l'alliance d'acier entre les deux États ? Je n'irai pas jusque-là, il faut être nuancé. Et d'ailleurs, les officiels israéliens, quand on les interroge, ils parlent, comme vous le faites, d'une alliance d'acier. Ils ne semblent pas avoir le moindre doute. C'était les mots, par exemple, de Joe Biden, l'ancien président démocrate. Voilà, ils ne semblent pas avoir le moindre doute sur la consistance, la pérennité et, j'allais dire, le caractère éternel, en quelque sorte, de cette alliance d'acier. Mais ce que vous voyez quand même à l'œuvre aujourd'hui, indépendamment des objectifs globaux de solution making global à l'échelle de la région pour relancer la dynamique dite des accords d'Abraham. Ce que vous voyez quand même, c'est un Donald Trump qui ne se reconnaît ni totem ni tabou et qui de plus en plus tend par petites touches successives, on en a un exemple d'ailleurs sous les yeux aussi ce week-end, tend par petites touches successives à traiter le gouvernement israélien, je ne l'ai pas dit, la société israélienne, soyons nuancés, comme une variable d'ajustement parmi d'autres sur le grand échiquier, le grand tableau de bord de ses alliés essentiels. Au fond, pour le dire encore autrement, le sentiment qui domine aujourd'hui à Jérusalem, même si ça ne sera pas formulé, parce que quand on fait de la politique, on ne dit pas tout ce qu'on pense, c'est normal, mais c'est qu'aujourd'hui, un Benyamin Netanyahou ne fait pas plus l'objet d'une plus grande considération, d'une plus grande estime, mais aussi d'un plus grand tact, d'une plus grande délicatesse dans le traitement réservé par l'Amérique qu'un Keir Starmer, qu'un Friedrich Merz ou qu'un Emmanuel Macron. Premier ministre britannique, chancelier allemand et président français. C'est-à-dire ce sont des partenaires, on parle avec eux, on leur tapote l'épaule, on fait éventuellement des compliments sur leurs femmes, comme il a fait au président de la République française quand il est venu le voir à Washington, mais en même temps, on suit la ligne de son intérêt stratégique essentiel. Ce sont des nationalistes américains qui sont au pouvoir aujourd'hui au sommet de l'État américain, vraiment des nationalistes, vous voyez, des nationalistes et des isolationnistes. Et donc, à cette aune, je pense qu'Israël n'est pas directement menacé, mais en revanche, l'affinité élective qui reposait sur le sentiment d'une sorte de communion affectueuse entre les deux nations et qui a prévalu depuis 76 ans, je crois qu'effectivement, elle est pour l'instant un peu entre parenthèses. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, il faut être là aussi nuancé. Vous connaissez ma marque de fabrique, c'est la nuance. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Mais pour l'instant, on est dans un moment
où cette confiance affective, fraternelle, si vous voulez, qui existait entre les deux nations, est un peu mise entre temps. Deux éléments, Alexis, d'actualité, on l'a appris il y a quelques instants. D'une part, que la mère du soldat Edan Alexander, Yael Alexander, venait d'arriver en Israël, puisqu'elle vit aux États-Unis avec sa famille, pour accueillir son fils, dont la libération est attendue pour aujourd'hui. Par ailleurs, et ça revient à ce que vous nous disiez à l'instant, c'est déclaration d'un des chefs de l'opposition israélienne, Yair Lapid, qui explique que Trump, qui est un ami d'Israël, est fatigué par Benjamin Netanyahou et qu'il attend des résultats. Quelles sont les principales zones d'ombre, si on suit cette logique, Alexis, entre les deux capitales? Alors, il y a peut-être Gaza et la question de la libération des otages. Alors, et l'Iran? Moi, je vais vous dire, je ne crois que modérément aux thèses de l'opposition. Ça va vous paraître paradoxal, vous me connaissez. Je ne crois que modérément aux thèses de l'opposition israélienne sur le mode il est fatigué de Benjamin Netanyahou. Le problème, ce serait Benjamin Netanyahou, voire, entend-on beaucoup ces jours-ci sur les rives de la Seine, Benjamin Netanyahou et ses alliés. Moi, je crois que tout ça, ce sont des prétextes et des habillages pour de profondes réorientations stratégiques. Je vous l'ai décrite, c'est la diplomatie transactionnelle. Elle met un signe d'égalité entre tous les acteurs et elle fait ce que Raymond Aron, en son temps, je sais que vous l'aimez, avait ardemment critiqué. Il y avait un stratège américain qui s'appelait Hans Morgenthau dans les années de la guerre froide. On a eu un échange là-dessus il y a un an quand j'ai fait ce livre. Et qu'est-ce que disait Morgenthau ? Il dit ce que dit Trump et tous ces gens, Vance, tous ces cyniques. On traite avec tous les régimes, les démocraties, les tyrannies, les totalitarismes, on trace un signe d'égalité, ça n'a pas d'importance, ce sont des partenaires de négociation, point barre. Et Raymond Aron lui répond, mais c'est une folie, il faut faire une différence entre les démocraties libérales, dans son langage, il employait cette expression-là, moi je dis plutôt les républiques démocratiques, peu importe, et les autres régimes. Et là, nous revenons effectivement à Morgenthau. C'est Morgenthau qui a les commandes en Amérique, c'est-à-dire effectivement cet indifférentisme moral total qui fait que, par exemple... Et parfois, cette proximité avec Vladimir Poutine. Bon, alors... Plus qu'une indifférence. Vous avez raison, alors, laissez-moi décomposer. Je vous en prie. Donc, on reçoit Benjamin Netanyahou, qui est un homme dont on peut critiquer l'action par ailleurs, je ne manque pas de le faire, mais il ne méritait pas ce traitement. Que fait-on dans le bureau ovale ? On lui dit, oui, on a engagé, au fait, on avait oublié de te dire, on a engagé des négociations directes avec l'Iran. Merci de me le dire. Il a dû se dire intérieurement, Benjamin, mais il ne peut pas le dire, mais il a dû être furieux. 2, on va voir les Saoudiens. Les Saoudiens sont des partenaires de négociation importants. Voilà, et je ne néglige pas l'alliance saoudienne. Mais on apprend, alors c'est encore à vérifier, mais que visiblement... il n'y a plus de conditionnalité de la reconnaissance préalable de la légitimité historique de l'État juif par les Saoudiens pour mener les négociations, les autres négociations, notamment sur les questions du nucléaire, etc. Première nouvelle, oui, nucléaire civil. Première nouvelle. Oui. Donc ça veut dire que même le Trump numéro 1, qui était le Trump des accords d'Abraham, des efforts avec le ministre saoudien des Affaires étrangères à l'époque pour faire entrer Israël dans la boucle, aurait changé sur ce plan-là. Et 3, donc il y a tout ce micmac autour du Hamas qui semble indiquer qu'effectivement cette diplomatie transactionnelle qui va peut-être produire des résultats, là aussi il faut être nuancé, mais pratique, ce fameux indifférentisme moral dont je vous parlais tout à l'heure et qui avait fait la colère de Raymond Aron, ensuite d'ailleurs des néoconservateurs, contre le fameux Hans Morgenthau. Je crois qu'effectivement... On pourrait d'ailleurs y ajouter la trêve séparée signée par les Américains avec les Houthis du Yémen. Bravo, absolument, vous avez raison. Il y a donc un faisceau d'événements qui prouvent qu'aujourd'hui, cet axe, ce Yalta qui a tellement préoccupé les Européens, qui a réveillé les Européens d'ailleurs. Dites-vous bien que Macron et Merz, ils ne seraient pas en éveil comme ça. C'est ce qu'on a vu ce week-end autour de Zelensky. Mais bien sûr, Macron et Merz, ils ne seraient pas en éveil à ce point pour la réaffirmation du vouloir être européen. Par parenthèse, sans hostilité aucune, on va y venir, dans le cas de l'Allemagne vis-à-vis d'Israël, s'ils n'avaient pas vu ce Yalta Trump-Poutine au détriment de Volodymyr Zelensky et de sa petite nation agressée. Tout se tient, voyez. Et donc, de quoi s'aperçoit-on dans le monde libre, en général Israël inclus, c'est que l'Amérique n'est plus cette amie fiable qu'elle fut pendant si longtemps. C'est une révolution copernicienne, Steve. Que voudriez mettre, Alexis, en opposition avec la relation entre Israël et l'Allemagne ? Écoutez, on peut.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout dans l'idéalisation du chancelier nouvellement élu, enfin au deuxième tour, mais peu importe, nouvellement élu, chancelier démocrate chrétien, Friedrich Merz, qui est un partenaire évidemment proche désormais, vous le savez, d'Emmanuel Macron, mais aussi du président polonais Donald Tusk. Mais bon, voilà, il suffit d'écouter ce qu'il dit. L'Allemagne n'est plus dans un entre-deux. Elle se tient très clairement aux côtés d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit d'une autre manière que les alliances illibérales, à la Morgenthau, avec la Russie, poutinienne par exemple, c'est fini. On arrête. On choisit son camp. Or, le camp, c'est quoi ? C'est le camp des démocraties européennes. C'est clair. Alors, Israël a des différends avec les démocraties européennes sur la question notamment de la Palestine, de la reconnaissance de la Palestine. Mais enfin, quand vous avez un chancelier allemand, que je n'idéalise pas là encore, mais il faut écouter les gens, qui va mettre fin à l'embargo plus ou moins en vigueur contre les exportations d'armes à Israël, et qu'il ajoute qu'il est inconcevable, style, d'empêcher un premier ministre d'Israël de se rendre en Allemagne, qu'il est inconcevable d'empêcher Benjamin Netanyahou de se rendre en Allemagne, là aussi, regardons le monde tel qu'il est, en dehors des œillères idéologiques. Vous avez une révolution copernicienne en Europe qui est en train d'arriver, et elle arrive parce que le Trumpisme fait défaut. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. Bon après-midi et à demain. À demain, merci.